Bonjour, bienvenue dans Parlons Éducation, je suis Jemba et aujourd'hui nous parlons de l'intelligence. En termes simples, l'intelligence est définie comme la faculté qu'a une personne à résoudre des situations problèmes ou encore à faire preuve d'inventivité. Pourtant, vous êtes sans doute des millions de personnes à avoir grandi avec un sentiment de culpabilité, et simplement parce que dans votre enfance, votre instituteur ou votre institutrice vous qualifiait constamment d'élève bête, d'élève nul ou de médiocre, parce que vous aviez du mal à assimiler les mathématiques et la littérature. Mais est-ce réellement le cas? Pour la petite histoire, il faut comprendre que le type et le mot d'évaluation en cours aujourd'hui dans les établissements scolaires en Afrique francophone provient du système éducatif qui était en vigueur en France il y a près de 116 ans. Ils ont été introduits surtout durant la période coloniale, avec notamment la loi du 5 juillet 1903 qui décréta la construction d'infrastructures dans les colonies de l'Afrique équatoriale française, aujourd'hui Afrique centrale, et de l'Afrique occidentale française, aujourd'hui Afrique de l'Ouest. Et ces travaux devaient justement consister à construire des routes, des hôpitaux et surtout des écoles. Or, le système français, en ce temps-là, avait un seul objectif, celui de formater les élèves dans deux matières principales afin d'en faire la main-d'œuvre dont elles avaient besoin pour se développer. Vous comprenez donc ici que ce système était loin d'être objectif parce que le quotient intellectuel des élèves était déterminé à partir seulement de deux matières. Ainsi, qu'est-ce qui se passait? Tous les élèves qui assimilaient le calcul, la mesure, la géométrie, la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire étaient classés dans la catégorie des élèves dits intelligents. Ils étaient adoubés par les enseignants, ils passaient en classe supérieure et lorsqu'ils terminaient leur cycle, ils recevaient un diplôme. Tandis que les autres, les moins bons, étaient considérés comme des élèves moyens, des élèves médiocres ou encore des élèves nuls. On les autorisait à reprendre la classe, d'où le redoublement, et s'ils ne s'admettaient pas l'année suivante, ils étaient simplement écartés du système scolaire de manière définitive, qu'on appelle l'exclusion. Ainsi, pendant des siècles, des millions d'enfants ont grandi avec le sentiment d'être moins intelligents que leurs camarades. Il a fallu attendre 80 ans plus tard, précisément aux États-Unis d'Amérique, car le système anglo-saxon procédait de la même manière pour évaluer le quotient intellectuel des élèves. C'est ainsi qu'un enseignant, chercheur, psychologue cognitif, c'est-à-dire qui étudie le développement du comportement chez les enfants et chez l'adulte, du nom de Howard Gardner, il décida simplement d'évaluer les niveaux d'intelligence chez les enfants. Les résultats de sa recherche ont été imprimés dans deux ouvrages. Le premier est sorti en 1983, suivi d'un deuxième volet 10 ans plus tard, en 1993. Et le fameux ouvrage, c'est la théorie des intelligences multiples qui allait révolutionner le système éducatif américain, notamment au niveau de la méthode des évaluations. Car les recherches de Howard Gardner ont en fait révélé que tous les élèves étaient intelligents, que tous nous naissons avec 8 types d'intelligence, mais que seule une, deux ou trois prédominaient. Donc il est donc malvenu d'évaluer les élèves en tenant compte simplement de l'une ou de l'autre de ces intelligences pour estimer que ces derniers étaient intelligents ou non. Parmi les 8 types d'intelligence découvertes par Howard Gardner, nous avons la première qui est l'intelligence linguistique. C'est celle que l'on retrouve chez les personnes à l'aise avec les langues, avec les mots, avec les lettres, avec la littérature. Ce sont des personnes qui facilement peuvent vous écrire un livre, un poème, un roman ou encore une pièce de théâtre. Donc, ce sont des personnes qui utilisent le langage comme moyen d'expression. Vous comprenez donc ici que tous les écrivains en général, les poètes également, sont des personnes dotées d'une intelligence linguistique. La deuxième intelligence découverte par Howard Gardner, c'est l'intelligence logico-mathématique. C'est ça qu'on retrouve chez les personnes qui sont à l'aise avec les chiffres, les nombres, les énigmes, les notions abstraites. Donc ces personnes ici vont constamment utiliser le calcul, la mesure ou la géométrie pour résoudre les situations, problèmes de manière logique et scientifique. Et ici, les médecins et les économistes en général sont des personnes qui ont une intelligence logico-mathématique.
La troisième intelligence découverte par Howard Gardner, c'est l'intelligence spatio-temporelle. C'est celle qu'on retrouve chez les personnes qui sont capables de s'orienter tout seuls dans la nature, de contourner les obstacles ou encore de les franchir. Et bien, ces personnes vont simplement se servir des lois naturelles, c'est-à-dire les lois de la nature, pour élaborer des plans, des cartes ou encore des maquettes. Donc ici, vous allez facilement comprendre que toutes les personnes qui ont l'art dans le design, l'architecture, les plans et bien sûr les ingénieurs en construction, notamment en plans et chaussées, sont dotés d'une intelligence spatio-temporelle. La quatrième intelligence détectée par Howard Gardner, c'est l'intelligence dite intrapersonnelle. C'est celle qu'on retrouve chez les personnes qui sont de nature solitaire, les personnes qui aiment s'isoler pour méditer, pour se forger un certain caractère afin d'atteindre des objectifs dans la vie. Et ici, on compte les philosophes, les psychologues, les psychiatres. Ce sont des personnes qui, ici, ont une intelligence intrapersonnelle. La cinquième intelligence découverte par Howard Gardner, c'est l'intelligence dite interpersonnelle. C'est le contraire de l'intelligence intrapersonnelle. Ici, l'intelligence interpersonnelle, c'est celle qui prédomine chez les personnes qui ont le contact facile, les personnes qui sont de nature grégaire, les personnes qui aiment être dans le groupe, qui aiment évoluer et généralement qui aiment être les porte-voix. Ces personnes vont user de leur charisme pour défendre la cause commune. Vous allez donc comprendre ici que tous les hommes charismatiques en général, tels que les hommes politiques, les syndicalistes, les activistes ou encore les écologistes, ce sont des personnes qui sont dotées d'une intelligence interpersonnelle. La deuxième intelligence découverte par Howard Gardner, c'est l'intelligence kinesthésique. C'est celle que l'on retrouve chez les personnes qui sont à l'aise dans toutes les activités qui sont dans le mouvement, telles que le jeu, le sport, la danse, l'acrobatie. Ce sont des personnes qui utilisent leur corps comme moyen d'expression pour révéler leur talent ou encore une certaine adresse. Et au niveau de l'intelligence kinesthésique, on retrouve bien évidemment tous les sportifs professionnels, mais également, attention, les chirurgiens et les acrobates ou encore des sculpteurs. La deuxième intelligence est l'intelligence musicale. C'est celle qu'on retrouve chez les personnes qui sont sensibles à tout ce qui est son, musique, rythme, débit. Et ces personnes sont capables d'imaginer, d'écrire, de composer et de produire soit une chanson, soit une musique, ou encore d'interpréter une chanson qu'elles ont eu à entendre une seule fois dans leur vie. Donc les personnes qui sont dotées d'une intelligence musicale utilisent le langage de la musique pour s'exprimer ou pour défendre certaines idées. Donc vous comprendrez ici que tous les artistes qui sont chanteurs, auteurs, compositeurs, interprètes, arrangeurs ou encore beatmakers sont dotés d'une intelligence musicale. La huitième et dernière intelligence découverte par Howard Gardner, c'est l'intelligence dite naturaliste. Ce sont les personnes qui se sentent à l'aise dans l'environnement, avec la faune et la flore. Elles éprouvent le besoin de les étudier afin de pouvoir expliquer le mouvement des climats, le changement des saisons, par exemple, ou encore la composition des espèces animales et végétales. Ici, des personnes telles que les zoologistes, les primatologues ou encore les écologistes sont des personnes qui sont dotées d'une intelligence naturaliste. La théorie des intelligences multiples de Howard Gardner a permis au système éducatif américain de se remettre en question. Des réformes ont donc été initiées afin que désormais chaque élève soit évalué en fonction de son type d'intelligence dominant. Ainsi, les États-Unis sont devenus excellents dans bien des domaines. La preuve, ils sont la première puissance industrielle, la première puissance économique, la première puissance culturelle, notamment au niveau de la musique, mais aussi la première puissance en matière de sport. Si donc nos pays de l'Afrique francophone veulent atteindre l'éducation efficace, telle que cela est prôné par les décideurs, ils doivent donc prendre en compte la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner et l'insérer dans les réformes du secteur éducation. Et ces réformes ne doivent pas intervenir à n'importe quel niveau. Elles doivent notamment intervenir au niveau législatif, c'est-à-dire il faut que l'État diversifie l'enseignement général. Qu'est-ce que j'entends par là?
Nous avons aujourd'hui les établissements d'enseignement général, quelque peu les établissements d'enseignement technique, tandis que le professionnel est resté aux mains de l'enseignement privé. Donc, il faut donc que l'État s'étende dans tous ces domaines. C'est ainsi qu'on doit retrouver des lycées, par exemple, d'enseignement général, des lycées d'enseignement technique, des lycées d'enseignement professionnel, mais aussi des lycées d'enseignement artistique et culturel et les établissements d'enseignement sportif. Il faut également soit modifier, soit élargir les différentes séries qui sont proposées au baccalauréat afin de les adapter aux aptitudes réelles de chaque élève. Il faut également instaurer la première réorientation dès la fin du cycle primaire, c'est-à-dire en classe de CM2 ou de 5e année, afin que les élèves qui sont orientés dès la classe de 6e évoluent dans les séries qui sont adaptées à leurs facultés et à leur type d'intelligence, afin qu'ils puissent à la fin sortir de là avec un diplôme qui reflète leur niveau réel. Sur le plan législatif, revoir les programmes officiels ou encore les curricula ainsi que les ouvrages scolaires. La réforme doit également intervenir sur le plan technique, c'est-à-dire choisir comme langue d'enseignement une langue locale obligatoire de la maternelle jusqu'à la classe de CE1 et à partir du CE2, l'introduction progressive de la langue française. Il faut également revoir les méthodes d'enseignement apprentissage afin de les adapter aux besoins réels d'éducation de chaque enfant en fonction de ses aptitudes, c'est-à-dire en fonction de son type d'intelligence dominant. Ce qui vient à dire ici qu'il faut revoir la formation des enseignants à la base, que ce soit à l'école normale des instituteurs ou encore à l'école normale et supérieure. Il faut enfin ouvrir l'école à tous les professionnels des différents corps de métier pour que ceux-ci viennent en appui aux enseignants qui sont déjà dans les salles de classe. Je vous prends un petit exemple. L'éducation sexuelle pose énormément de problèmes aux enseignants de SVT ou encore aux enseignants qui tiennent les classes de CM1 ou de CM2 parce que ces leçons-là créent souvent un sentiment de gêne. Donc, plutôt que de confier cette tâche à un enseignant, on peut faire appel, par exemple, à un sexologue ou encore à un agent du service pour le bien-être familial afin que ces derniers viennent en classe organiser un atelier avec les élèves pour mieux expliquer ce que c'est l'éducation sexuelle. Donc, si les différents corps de métier s'ouvraient à l'école, ce serait une bonne chose pour les enfants et ça permet à chacun ici de se retrouver dans son type d'intelligence et pourquoi pas de créer des vocations. Enfin, la dernière mesure importante qui doit intervenir dans les réformes du système éducatif en Afrique francophone, il faut que l'école devienne beaucoup plus inclusive, c'est-à-dire ouverte à tous les enfants, peu importe leurs aptitudes, peu importe leur intelligence, peu importe leurs facultés. L'école doit être un environnement où chaque enfant se sente valorisé, se sente accepté et il faut qu'il sorte de là avec un diplôme qui mette en exergue son savoir-faire. Pourquoi ne pas par exemple permettre aujourd'hui en Afrique francophone aux enfants de passer un bac par exemple en théâtre, un bac en musique, un bac en invention ou encore un bac en sciences de la vie et de la terre. Ça permettrait ici à chaque enfant de se sentir valorisé et de se sentir important. Voilà donc ce qu'il fallait savoir aujourd'hui sur les intelligences. J'espère que nous avons répondu à certaines de vos questions et que certains d'entre vous se sentent aujourd'hui rassurés. Donc je vous dis merci d'avoir été avec nous. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la clochette et surtout de liker et partager la vidéo. Je suis Juamba, c'était Parlons Éducation. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois.